bonjour tout le monde. Meilleurs vœux à tous, tout d'abord. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment très, très vaste, très fourni. Donc, les logiciels libres et l'open source qui font partie intégrante donc, de l'IT de nos jours, mais qui, je pense, est relativement méconnu. Euh, donc, tout d'abord, je voudrais donc vous avertir. Alors, c'est tout simple, hein. C'est simplement que donc, le logiciel libre et l'open source sont très liés à l'informatique et à l'ingénierie logicielle. Et ça débute à un certain moment dans l'histoire de l'ingénierie logicielle, quand il a fallu différencier donc, les logiciels propriétaires des logiciels libres. Ce n'est pas un domaine académique, vous n'aurez pas de formation, il n'y aura pas En fait, vous ne trouverez pas des textes officiels qui vont dire noir sur blanc que le logiciel libre c'est ça, l'open source c'est ça. C'est plus des concepts à connaître. Ouais, donc c'est plus des concepts qui sont à connaître et des méthodologies. Donc c'est un sujet qui est très vaste, qui contient beaucoup de notions juridiques, politiques, sociales. Et tout ne pourra pas forcément être abordé pendant cette présentation. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que je préfère prévenir que cette présentation, donc elle sera informelle, parce qu'elle découle surtout de lecture de textes et d'analyse de ces derniers. Donc le cheminement donc, de notre présentation. Le cheminement de notre présentation. Donc, on va commencer par aborder l'histoire du logiciel libre, puis ce qu'est le mouvement du logiciel libre, donc un peu plus en détail, les licences qui sont liées donc d'un point de vue juridique au logiciel libre, la scission du mouvement du logiciel libre, et ensuite je finirai par vous présenter donc quelques projets qui sont soit open source, soit totalement libres selon la Free Software Foundation. Donc, d'un point de vue historique, donc, on trouve les sources du logiciel libre en fait, dans le rapport entre le savoir et les connaissances de l'informatique. Donc, pour vous donner un petit peu plus de détails par rapport à ça, je vais prendre plutôt un exemple, celui de l'intelligence artificielle qui mutualise en quelque sorte, qui emprunte certains principes sans restriction, donc, qui pourraient être liés aux propriétés intellectuelles, à d'autres domaines de connaissances, notamment les mathématiques et les neurosciences. Donc, l'informatique, au départ, c'était ça. En 1948, von Neumann et Bigelow ont créé la machine ENIAC qui font partie donc, du coup, des précurseurs de la transition entre le paradigme des connaissances. Donc, seuls les informaticiens, en gros, connaissent les éléments et les mutualisent en eux, vers un paradigme plutôt logiciel. Donc, on va programmer ces connaissances pour qu'elles fassent ce qu'on a envie de faire. En 1973, un procès a jugé donc que les idées qui ont été reprises, que les idées de la machine ENIAC ont été reprises de l'ordinateur ABC qui a été conçu en 1937. Et ce procès-là donc a été reconnu comme le premier conflit donc, de propriété intellectuelle donc, lié à la paternité des logiques informatiques. Dans les années 70, il y a eu donc toute la période, on va dire, universitaire du logiciel libre. Donc, à ce moment-là, les universitaires avaient un accès justement à tous ces logiciels selon donc la logique des sciences. Donc, dans ce cadre d'apprentissage, ils pouvaient étudier les logiciels, les machines qui étaient dédiées normalement aux industries et aux sociétés, tout simplement. Donc, ce n'étaient pas des restrictions qui étaient dues à une loi à proprement parler, mais c'était seules les grosses compagnies qui pouvaient en fait s'équiper donc de ces ordinateurs et aussi de ces logiciels. Donc, de ce fait, elle favorisait justement
la création des communautés, donc, qui pouvaient améliorer leur logiciel à moindre frais, sachant qu'elles en étaient propriétaires. Donc, le peu de personnes qui avaient la compétence et la structure du marché, le peu de personnes compétentes et la structure du marché pour lequel était utilisé donc l'ensemble de ces logiciels les rendaient plus ou moins libres dans les faits, puisqu'ils étaient étudiés et partagés par une certaine communauté. Par contre, suite à tout cela, donc on avait donc les communautés qui réalisent donc beaucoup d'avancées en termes de logiciels. Vous pouvez regarder donc le système d'exploitation Unix, donc, dont on avait parlé en introduction du système GNU Linux, et donc de Teco, qui est la base des Macs. Donc ces progrès montrent l'importance en fait des logiciels pour le futur et a posé une question très importante qui a été de l'intérêt commercial. Et certains développeurs, donc typiquement Bill Gates, dénoncent un manque de moyens pour protéger leur création, ce qui pourrait s'avérer normal. Ce qui s'avère même normal, pardon. Et donc en 1976, la loi, donc le Copyright Act aux États-Unis, donc est votée et qui permet de protéger par le droit d'auteur américain l'ensemble des morceaux de code qui ont été développés et qui permet donc de licencier ces bouts de code pour pouvoir les réutiliser seulement en demandant l'autorisation. Donc ces logiciels-là deviennent des produits commerciaux dont il faut acheter une licence d'utilisation sans avoir accès au code. C'est le début des logiciels propriétaires et de la division entre les partisans du libre et les partisans du logiciel propriétaire. Parce qu'il faut savoir donc qu'à cette époque-là, les hackers, donc ceux qui détournent les logiciels ou qui vont prendre des morceaux de code, ils avaient tendance donc à piocher, comme je viens de le dire, donc dans le code source de n'importe quel logiciel pour prendre ce qui les intéresse sans forcément se soucier des droits d'auteur. Et donc le copyright est entré en jeu. Donc le copyright, qu'est-ce que c'est? On va en parler rapidement. C'est l'ensemble des selon Wikipédia, c'est l'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose une personne physique ou morale sur une œuvre de l'esprit original. Donc, c'est un champ qui est un peu plus large que le droit d'auteur, donc qui protège non seulement l'auteur, mais aussi l'investissement qui a été apporté à l'œuvre, tant que cette œuvre-là est fixée dans le temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous pouvez copyrighter, par exemple, une danse, une chorégraphie de danse, à partir du moment où vous l'avez enregistrée en vidéo et déposée sur un support, qui doit être bien entendu daté, horodaté même, ce qui vous permet donc de le protéger. Et le titulaire donc de ce copyright, ce n'est pas seulement l'auteur, ça peut également être le producteur ou l'éditeur du logiciel. Ce copyright est très lié au champ de l'esthétique, donc on ne va pas forcément juger qui l'a fait en premier, mais est-ce que l'œuvre est une œuvre originale par rapport à la copie. Donc, globalement, donc ça va servir à protéger le logiciel, mais ça va définir surtout l'ensemble des interdictions, et ça c'est très important, c'est l'ensemble des interdictions ou des obligations, donc des restrictions de l'utilisateur qui a payé sa licence du produit ou de l'œuvre. Donc ça va permettre de ne pas faire n'importe quoi avec. Et donc c'est dans ce contexte-là que va s'opérer une certaine transition donc, vers le mouvement du logiciel libre. Donc, dans les années 80, un ingénieur donc, du MIT, dont on a parlé lors de la précédente présentation donc, sur GNU Linux, Richard Stallman, qui a eu on va dire, quelques problèmes éthiques avec l'ensemble de ces logiciels propriétaires. Donc, il avait beaucoup de restrictions quant à l'utilisation de ses développements. Donc, lui-même ne pouvait pas faire ce qu'il voulait de ses œuvres, de ses logiciels. Il ne pouvait pas les partager. Donc, c'est lié avec la première restriction. Et les droits, donc, il y avait des droits propriétaires importants et l'impossibilité d'agir sur d'autres programmes que le sien.
Donc notamment cette histoire qui est relatée dans le manifeste GNU. Je vous laisse lire, le texte. Et pour ceux qui sont sur YouTube, je vous laisse faire pause. Donc en gros, il a été confronté à un problème au niveau de son imprimante. Il n'était pas satisfait des drivers de son imprimante et il a voulu tout simplement modifier pour pouvoir ajuster l'utilisation. Seulement, son contact, Robert Sproul, qui travaille chez Xerox à cette époque-là, a été dans l'impossibilité de lui donner ce code source à cause justement des contrats de non-divulgation qu'il avait passés avec Robert Sproul, que Xerox avait passé avec Robert Sproul. Donc c'était une pratique qui n'était pas très conventionnelle et très peu courante à l'époque, mais qui existait. Et donc petit à petit, à cause de ces restrictions, il y a un mouvement social qui s'est constitué, qui a voulu faire évoluer donc les droits que les utilisateurs peuvent avoir sur les logiciels pour pouvoir avoir une libre circulation donc des informations dans le domaine. Donc cette envie donc a imposé à Richard Stallman de répondre à plusieurs problématiques, dont ces deux très importantes. Donc le logiciel ne doit pas avoir deux propriétaires. Donc on peut avoir une réutilisation du code source de manière totalement libre. Et pour expliquer ça, donc il a utilisé une métaphore culinaire. Donc si vous avez une recette, par exemple du poulet rôti, vous copyrightez, vous dites le poulet rôti, il n'y a que moi qui ai le droit de le faire. C'est comme si on enlevait le plat à tout le monde, quoi. Vous êtes le seul à pouvoir le faire, même dans les chaumières, on n'a pas le droit. En fait, ça entraîne un manque. Si on partage la recette, tout le monde peut l'améliorer, tout le monde peut le faire à sa sauce, et du coup, en fait, il n'y a plus de manque derrière. Et donc ça a été le premier problème éthique dont il fallait répondre. Et le deuxième, c'était donc la libre circulation des informations contenues dans les logiciels. Pour Richard Stallman, donc le logiciel, ce n'est pas seulement des lignes de code, c'est surtout des idées qu'on peut découper en logique. Chaque élément est donc une idée qui reste complètement indépendant l'un de l'autre et qui ne doit donc pas être soumis aux limites du copyright, puisque finalement, ça n'est pas une propriété, ça n'est plus du code, ça devient une idée. Et donc pour cela, à partir de cela, il a défini le logiciel libre. Donc, la définition du logiciel libre, donc ça décrit les conditions. Alors, je lis texto ce qu'on trouve donc, sur le site de la Free Software Foundation, que je vous ai screenshoté. Donc, ça décrit les conditions à remplir pour qu'un logiciel soit considéré comme libre. L'open source, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'autre. Il a une philosophie qui est différente, basée sur des valeurs différentes. On en parlera donc du coup un peu plus tard. Donc sa définition exacte, donc le logiciel libre, ça désigne les logiciels qui respectent la liberté des utilisateurs. Ça fait référence à la liberté et non au prix. Pour comprendre un peu mieux ce concept, vous devez penser à liberté d'expression et non à entrée libre. Donc un logiciel libre n'est pas forcément gratuit, mais par contre, à partir du moment où on a une licence d'utilisation, gratuite ou payante, on en fait ce qu'on veut. Il continue en disant donc nous faisons campagne pour ces libertés parce que chacun les mérite. Quand les utilisateurs ne contrôlent pas le programme, nous qualifions ce dernier de non libre ou privateur. Ce programme non libre contrôle les utilisateurs et son développeur le contrôle. Le programme devient donc l'instrument d'un pouvoir injuste. Et donc, on a les prémices, rien qu'avec cette dernière phrase, on a les prémices du côté politique, justice et social du mouvement open source. Et donc, pour cela, il a dû mettre en place donc, des solutions. Donc, pour lui, tout se passe en priorité par justement
le système d'exploitation. C'est pour cela donc qu'il a créé le système GNU en 1983, puis il s'y est consacré après être parti du MIT donc en 1984. Donc qui est un système d'exploitation libre avec uniquement des logiciels libres dessus. Mais pour mettre en place donc son projet GNU, il a dû préciser les principes du logiciel libre, qu'il a décomposé en 4 libertés fondamentales. La liberté d'étudier le logiciel, d'utiliser le logiciel, de copier le logiciel, de pouvoir le modifier et de le redistribuer de n'importe quelle forme qu'elle soit. Et donc, de ces 4 libertés fondamentales est également apparu le copyleft. Donc, le copyright, qu'on appelle aussi la droite de l'auteur, a son pendant, donc son opposé, avec le copyleft, qui est sous forme donc, de propriété intellectuelle également, et qui est une licence virale. Soit il a soit il est fort, donc c'est lorsque la redistribution du logiciel en question, modifié ou non, ne peuvent se faire que sous la licence initiale. Ça, c'est le copyright fort. Le copyright faible ou standard, c'est lorsque les redistributions du logiciel ou de l'œuvre en question, qu'elles soient modifiées ou non, se font sous la licence initiale, mais que des nouveaux composants qui sont ajoutés se font sur une autre licence. Donc le copyleft fort, tout se fait sur la licence initiale. Le copyleft faible ou standard, on peut rajouter d'autres logiciels avec des licences différentes qui ont des restrictions différentes. Mais le plus important, c'est que le copyleft, il interdit l'ajout de nouvelles restrictions. C'est-à-dire que si un logiciel a une certaine licence, certaines restrictions, il ne peut pas avoir plus de restrictions que ce qu'il a déjà. Et la deuxième chose, c'est qu'il interdit d'interdire, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il interdit d'interdire les 4 libertés fondamentales, qui, comme c'est dit, sont absolument essentielles donc pour le logiciel libre. Et pour cela, donc pour pouvoir inscrire le copyleft dans le cadre légal, il a fallu mettre au point donc des licences. Donc les licences sont mises au point par Eben Moglen, qui est l'avocat conseil de la Free Software Foundation, et qui sont fondées donc sur le principe du droit d'auteur, à la différence d'un contrat qui relève du droit du contrat. Elles imposent donc les conditions d'utilisation du logiciel en question ou du système d'exploitation. GNU Emacs donc a été la première licence libre qui a été créée donc par Eben Moglen et Richard Stallman, qui a été appliquée uniquement à Emacs dans un premier temps et qui exigeait l'envoi de toute modification d'Emacs au projet GNU. Malheureusement, cette licence a créé des hiérarchisations, une hiérarchisation qui a été faite par une hiérarchisation des développeurs, pardon, et Richard Stallman a re-rédigé donc cette licence pour qu'elle soit plus égalitaire entre les développeurs, qui a donné donc en 1989 la première version de la licence GPL, donc à ne pas confondre avec le gaz de pétrole liquide pour les voitures, qui est donc la GNU la General Public License, pardon. C'est une version qui possède donc des versions qui sont adaptées à plusieurs cas particuliers, comme la LGPL par exemple, ou la GFDL, qui est dédiée à la documentation, ou la AGPL, qui est dédiée donc au service en ligne. On verra ça un petit peu plus tard. Et donc avec ça, donc en aparté, j'en parle depuis tout à l'heure, mais Richard Stallman a créé la Free Software Foundation, qui lui permet donc de défendre le logiciel libre et les utilisateurs, tout en gérant la communauté GNU, en ayant donc de fortes intentions donc sociales, juridiques et politiques, notamment sur la gestion des DRM et des brevets logiciels, dont il est un fervent opposant.
Donc, vous pouvez trouver sur le site de l'April l'intervention, donc la retranscription de l'intervention qu'il a fait en 2001, Richard Stallman, à l'Assemblée nationale. Et donc, ces licences-là, je vais vous en présenter quelques-unes, dont, pour démarrer, la licence GPL v3, donc qui est la toute dernière version de la licence GPL. Donc, elle garantit les 4 valeurs fondamentales, les 4 libertés fondamentales, donc celle d'utiliser, d'étudier, de modifier, de redistribuer, et la dernière, il me semble que j'ai perdu, donc c'est pas grave, et qui fixe donc les conditions générales de distribution du produit. À savoir qu'elle n'interdit pas du tout la facturation du produit, donc on peut récupérer un logiciel libre, complètement libre, se baser dessus et le revendre à ses clients. La licence est virale, donc si on ajoute du code à une licence GPL, tout doit être sous licence GPL pour être redistribué. Elle est incompatible avec certaines autres licences, dont la GPL par exemple, l'original BSD ou la MSPL, qui est la licence libre de Microsoft, parce qu'elle a quelques restrictions qui sont liées aux propriétés intellectuelles. Et donc pour terminer ça, mais là c'est un peu plus global, ces licences-là ne nécessitent pas de contrepartie de la part de l'utilisateur. Donc il n'y a pas de contrepartie notamment pécuniaire. On n'achète pas la licence, c'est simplement un droit, un droit qui est donné par l'auteur. Et donc il n'y a pas de signature nécessaire. Donc il suffit juste de mettre le texte dans son code, dans le fichier de licence, et de l'embarquer dans son binaire pour être sous licence GPL. C'est tout simple. Ça, on le verra un peu plus tard aussi. Donc j'en parlais tout à l'heure, donc la Microsoft Public License. Donc elle a été créée par Microsoft. Elle est incompatible, donc comme je le disais, avec la licence GPL. Elle a un faible copyleft et elle conserve donc des droits d'auteur en cas de redistribution de tous les projets contenant le code C. Donc c'est la partie C à gauche, à droite, dans le texte, c'est la partie C. Et la distribution du code qui est fait doit se faire uniquement sous la licence MSPL. Donc c'est la partie D du texte. Donc elle est incompatible avec la GPL, donc déjà parce que le copyleft est faible, et parce que le droit d'auteur reste en cas de redistribution. Donc si vous redistribuez, en tout cas d'après ce que j'ai compris de la traduction, si on redistribue un produit sous licence MSPL, on peut garder une certaine paternité du produit, même s'il a été modifié. Donc voilà, deuxième licence, donc qui est très répandue également, la licence MIT, qui est une licence relativement simple et vraiment très 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 libre par rapport aux autres. Donc elle est basée sur les licences X11 et Expat. Elle donne des droits illimités sur les 4 principes fondamentaux du logiciel libre et peut être sous-licenciée, c'est-à-dire intégrée à une autre licence, complètement différente. Elle donne le droit donc également de vendre le produit, et la seule obligation qu'elle a, c'est d'intégrer la notice de licence et de copyright dans les copies. Donc, dans la bulle en vert, vous avez l'ensemble du texte qu'il faut intégrer. Et je n'ai pas noté là, mais elle est bien entendu compatible avec les licences GPL. Autre licence qui est très répandue également, vous avez la licence BSD. Donc elle donne son nom à la famille des licences BSD, elle assure les 4 principes fondamentaux du libre toujours, donc permet de réutiliser tout ou partie des logiciels sans restriction, que ce soit du type, quel que soit le type de produit. Et elle inclut une clause de publicité qui oblige la mention de copyright si vous faites la pub de votre produit. Cette mention-là donc a été retirée des dernières parce que ça la rendait incompatible du coup avec les licences GPL. Donc elle est compatible avec les licences GPL. C'est une licence libre, mais non copyleft. Donc le code modifié de l'OSBSD peut être propriétaire
peut-être propriétaire, pardon. Oui, je fais un petit coucou à macOS X parce que c'est ce qui fait le cœur de leur système, donc c'est un BSD sur lequel ils rajoutent des éléments propriétaires auxquels vous n'avez pas accès. Donc voilà, la licence BSD globalement. Dernière licence concerne donc cette fois-ci les œuvres d'esprit, notamment, donc les livres, les musiques, les conférences, tout ce qui n'est pas tout ce qui est en dehors des logiciels. Donc ce sont les licences Creative Commons. Ces licences-là, dues à leurs restrictions, donc notamment non commerciales, donc les diffusions non commerciales ou l'interdiction de modification, les rendent incompatibles avec la licence GPL. Donc les versions NC, donc non commerciales, c'est une interdiction de vendre le document même après modification. Et les versions non dérivatives, interdit de modifier. On peut vendre le logiciel, mais à condition de ne pas le modifier. Ces licences-là, donc, elles obligent le créateur, notamment, de mentionner, le créateur du document en cas de modification, tout en indiquant justement les modifications qui ont été apportées et en informant l'auteur original. Et petite chose à savoir, c'est qu'il est possible donc de combiner ces options-là pour avoir un texte plus précis par rapport à ce qu'on veut de notre élément. Donc voilà, donc ces quelques licences que je vous ai montrées donc sont valables également, de même que les quatre libertés fondamentales sont valables également donc pour tout projet open source. Tout projet open source. Mais du coup, en 1997, donc, on a eu les débuts de la scission en fait du mouvement du logiciel libre. Donc en 1987, Bruce Perens, qui est l'ancien leader du projet Debian, a écrit les principes du logiciel libre sous Debian, qui est un ensemble de critères qui va définir donc ce qu'est le logiciel libre selon le projet Debian, qui sera retravaillé par la suite. Et suite à ça, pardon. Donc ça, les principes du logiciel libre donc est resté donc en interne chez Debian et en 1988, pardon. Les principes donc étant jugés assez radicaux, ce qui en soi est relativement vrai, les principes donc sont jugés très radicaux. A émergé donc en 1998 le mouvement open source par Éric Rémond, notamment dans l'essai qu'il a fait, La cathédrale et le bazar. Donc le thème de cet essai, c'est de relater globalement le développement du noyau Linux et du logiciel Fetchmail en exposant les différences fondamentales entre les processus de développement logiciel open source et ceux de Emacs et GCC, donc qui sont des logiciels libres. Pardon. Donc il a comparé le modèle de développement donc, de Linus Torvald comme un bazar. Donc comme un bazar, alors qu'au niveau du logiciel libre, on est sur une forme un peu plus pyramidale. Et cette année-là, donc sous leur impulsion, ils ont créé donc le mouvement open source et l'open source initiative qui était dévouée à la promotion donc des logiciels open source. Donc une différence avec la FSF, il y a 10 libertés qui sont fondamentales donc par l'open source initiative que vous allez retrouver donc sur leur site opensource.org. Donc on a la redistribution libre des
fonctionnalités logicielles, l'accès au code source, des licences qui permettent de modifier le code source et de le redistribuer sous les mêmes conditions que la licence. Une autorisation explicite par l'auteur de la redistribution du logiciel compilé. Et si ça ne plaît pas, par exemple, en changeant le nom et le numéro de version. Donc, par exemple, c'est ce qu'a fait Debian avec AceWSL, qui est un fork de Firefox. Il ne doit pas y avoir de discrimination entre les personnes ou les groupes. Pas de discrimination dans le domaine de compétences. Donc, les licences donnent l'autorisation d'utiliser les codes sources des logiciels de domaines différents. Donc, par exemple, un logiciel industriel peut être utilisé pour faire de la recherche génétique, peu importe. La distribution des licences, le droit de la licence sont applicables à tous ceux à qui le programme est distribué. Il ne doit pas y avoir de licence spécifique à un produit. Le logiciel garde sa licence d'origine, puis il est installé sur un produit à une licence différente. Et à l'inverse, si on installe un produit open source sur un logiciel qui a une licence, le logiciel d'origine ne perd sa licence et on ne rajoute pas de restrictions à l'un ou à l'autre. Et la dernière chose, donc, c'est la neutralité technique de la licence qui ne doit pas se baser sur des aspects techniques ou sur un style d'interface individuel. Donc, en gros, ce n'est pas un brevet, quoi. Donc, on a les mêmes licences, on a les principes qui se recoupent, mais on va avoir des différences tout de même entre les deux mouvements. Donc, le logiciel libre, ça va impliquer la notion philosophique et politique de liberté. Le terme est ambigu, ça peut faire penser à gratuit, et son approche est philosophique dans l'utilisation du produit. Donc, le produit doit être libre, mais pas forcément plus performant. Au niveau open source, donc le terme est favorisé par l'OSI. Il n'y a pas d'ambiguïté entre le libre et le gratuit grâce à ça. Seulement, ce terme est utilisé à tout va sans respect des termes de l'OSI. Donc, votre société, par exemple, elle peut se dire faire de l'open source, utiliser des logiciels open source, mais garder toute sa production propriétaire. Et l'approche donc de l'open source, c'est une approche qui est pragmatique dans l'utilisation des logiciels. On va chercher le meilleur produit et on ne va pas regarder s'il est propriétaire ou non. Donc, par exemple, pour des drivers vidéo. Donc, en gros, les grosses différences sont que le logiciel libre est un mouvement social et l'open source, c'est surtout une méthodologie pragmatique de développement. Donc, je vous ai mis un petit texte de Richard Stallman qui vous dit, alors malheureusement, je n'ai pas trouvé le pendant côté open source, qui vous explique en quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre. Et pourquoi ils ne sont pas d'accord. Donc, je vous laisse aller sur le site de la FSF pour le lire, ou pour ceux qui sont sur YouTube ou sur la rediff. Je vous laisse mettre pause pour le lire et vous verrez le résumé des différences fondamentales que j'ai citées juste avant. Donc, voici pour la présentation des logiciels open source, des mouvements open source et libres. Et je vais vous présenter quelques projets. Mais tout d'abord, comment libérer son projet, comment le rendre open source. Donc, il y a plusieurs critères à respecter. Je ne vais pas parler du pourquoi, vous allez trouver plein de raisons du pourquoi, notamment la collaboration, l'adoption et la dérivation des projets qui peuvent être modifiés par les communautés et la transparence qui peut être un atout pour certaines entreprises. Donc, pour libérer le projet, il faut d'abord créer la documentation. Donc, en premier lieu, le fichier de licence qui va contenir donc le texte de licence sur lequel va être licencié donc le produit. Les documentations de base type README, contributing, les guidelines, donc comment coder le respect des codes de conduite et le code of conduct.
Il faut avoir un nom qui soit simple et explicite, qui ne soit pas en conflit avec un projet existant et ne portant atteinte à aucune marque. Au niveau du code, donc, il doit respecter des conventions cohérentes. Par exemple, pour le Python, ça va être le respect de la PEP 8. Le code doit être commenté, documenté et ne pas contenir de données sensibles comme des mots de passe. Et d'un point de vue humain, vous devez être au courant des politiques de propriété intellectuelle et si vous êtes employé donc, dans une société, avoir connaissance de la propriété qui s'applique. Par exemple, vous pouvez avoir une clause qui va dire que tout ce que vous faites sur votre poste de travail qui appartient, à la société, ben, ça appartiendra à la société, peu importe que ce soit quelque chose de personnel ou pas. Donc, si vous êtes en entreprise, votre service juridique doit être au courant. Vous avez donc un plan marketing, une personne qui gère la communauté et des personnes qui ont des accès administratifs à ce projet. Voilà, vous trouverez toutes les infos nécessaires donc, sur le site opensource.guide, qui est la source la plus fournie de ce point de vue-là. Donc le premier projet, donc ça va être le projet GNU dont je parle depuis tout à l'heure, qui a été créé en 1983 par Richard Stallman et la première version distribuée a été faite en février 1998, qui est donc un système d'exploitation 100% libre avec uniquement des logiciels libres à l'intérieur. Donc ces composants, comme je viens de le dire, sont 100% libres en accord avec la philosophie du logiciel libre. Et si un logiciel n'est pas libre ou ne respecte pas, mais qu'il est performant, il est recodé pour être adapté justement adapté, à la philosophie du logiciel libre. Pour contribuer donc au projet GNU, il faut contribuer aux différents logiciels libres qui sont listés sur gnu.org. Vous avez plusieurs distributions qui sont dérivées. Donc, vous avez par exemple Dragora, qui est la toute première dérivée de GNU. Dynebolic, GNUsense et Ututo, qui, elle, est un peu différente parce que c'est la première distribution 100% libre approuvée par GNU. Donc, elle ne se base pas sur GNU Linux, mais elle est totalement originale et donc elle est approuvée par GNU. Un deuxième qui va être GNU-PG, donc GNU Privacy Guard, qui est sous licence GPLv3, qui est une implémentation de OpenPGP, qui est définie par l'RFC 4888. Donc GNU-PG permet de chiffrer et de signer des données, ces données et ces communications par paire de clés asymétriques, donc privées et publiques, et il supporte donc la norme de cryptographie SMIME, qui est une norme de cryptographie et de signature numérique des courriels encapsulés au format MIME, en assurant l'intégrité, l'authentification de la non-répudiation et la confidentialité des données. Et il supporte aussi la norme Secure Shell, donc SSH, qui est un protocole de communication sécurisé. Quelques liens utiles donc, que je vous ai listés, gnu.org, gnupg.org /downloadkit ou git.gnupg.org. Vous trouverez toutes les infos pour pouvoir contribuer dessus. Deuxième projet plus récent, qui est tout simplement le langage Python, donc, qui a été créé par Guido van Rossum en 1991 et qui est géré par la Python Software Foundation. Il est sous une licence donc, particulière qui est approuvée par GNU, donc la Python 2.0, qui est OSI et GPL compatible. Son binaire, donc, c'est un compilateur et un interpréteur écrit en C. C'est multiplateforme, il possède 1430 contributeurs et 17 400 forks. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui potentiellement l'a modifié ou alors a contribué depuis chez soi. Donc les liens utiles, python.org, python.org/devpeps pour avoir toutes les infos de développement, les nouveaux développements qui sont en cours et pour pouvoir soumettre de nouvelles features. Parce qu'il faut savoir que, j'en ai pas parlé tout à l'heure, pour pouvoir contribuer au logiciel libre ou à l'open source, c'est pas seulement coder, c'est aussi documenter.
ou alors ça va être par exemple traduire une documentation. Autre lien utile, donc vous avez le devguide.python.org pour le guide de développement et le home GitHub, donc github.com/python/cpython pour le projet Python, pour améliorer donc le langage. Quatrième projet, pardon, vous avez Git, donc, qui est le logiciel de gestion de version décentralisée créé par Linus Torvald, qui a été créé donc en 2005 sous licence GPL v2. Donc pas GPL v3, parce que la GPL v3 a été créée en 2007 et ça n'a pas été porté dessus. C'est codé en Shell, Perl, TCL, Python, C et C++. Je vous ai mis la liste des liens utiles. Donc, vous avez gitscm.com, qui est donc le site officiel de Git, pardon. GitHub.com/git, qui est un miroir du serveur Git qui héberge Git, c'est de l'inception, et git.kernel.org, qui est le repo officiel de Git. Et un autre projet qui me tient pas mal à cœur, que j'aime particulièrement, c'est Mattermost. Donc, un service de messagerie instantanée type Slack ou Discord, pour ceux qui connaissent, qui est sous licence Apache V2 et qui est libre et open source. Sa première release, donc ça a été en 2015, d'après les release notes, qui est codé en Golang et en React. Donc Golang pour la partie serveur et React pour la partie client. On a la possibilité de vendre ce service grâce à la licence HGPL, qui est une licence libre donc de copyleft, qui a pour but d'obliger en fait les services accessibles par le réseau de publier leur code source basé sur de publier leur code source. C'est basé sur les licences GNU GPL et qui répondait au départ à un besoin spécifique du projet Affero, qui souhaitait que tout opérateur de service web utilisant leur logiciel et l'améliorant publie ses modifications. Et donc je pense à ça, notamment Stackero, qui propose un service Mattermost. Il intègre tout un tas d'outils libres open source, pas forcément gratuits, parce que libre ne veut pas dire gratuit. Vous avez par exemple un plugin BigBlueButton pour la visioconférence, des plugins GitHub GitLab pour le développement, ou une commande GIF qui va vous permettre de faire des recherches de GIF animés depuis Internet. Quelques liens utiles en dessous, donc leur GitHub, le site pour les développeurs et intégration-mattermost.com pour l'ensemble des plugins. Voilà. Et le dernier dont je voulais parler, j'ai fait une petite introduction tout à l'heure, c'est macOS X. Oui, macOS X, normalement, devrait pouvoir être un logiciel libre. Il est basé donc sur une licence BSD. En tout cas, le noyau Darwin est basé sur BSD. Donc, ce qui donne le droit à Apple de créer par-dessus des logiciels propriétaires et de pouvoir les vendre sans forcément publier les modifications. Donc, certains éléments sont open source, donc WebKit par exemple, qui est le moteur de rendu web, ou le protocole Bonjour, qui est un protocole réseau de découverte de machines. Donc voilà, vous en avez quelques autres. Donc vous pouvez bien entendu contribuer sur opensource.apple.com en suivant les docs qui sont sur developer.apple.com, et ils ont donc un GitHub, donc GitHub/Apple. Voilà, donc vous avez tout un tas vous en avez plein. Je ne peux pas faire de liste exhaustive. Il y a beaucoup trop de logiciels libres ou open source, ou les deux. Mais pour contribuer, c'est relativement simple. Il suffit vraiment de lire la doc. C'est très simple. Et donc, en conclusion,
Après ça, je vais m'arrêter. Et donc, en conclusion, le libre, c'est bien. C'est vraiment un monde qui est très, très intéressant au-delà de tous les aspects juridiques, politiques. C'est vraiment super intéressant à se plonger dedans. C'est communautaire. Malgré les différences, ce sont les mêmes objectifs, même si c'est pas forcément en open source, il n'y a pas les mêmes comment dire, les mêmes objectifs, les mêmes philosophies, mais ça reste le partage. Qu'on partage donc sous Windows, Mac ou Linux, ça reste du partage. Qu'on utilise les logiciels open source ou libres, l'important donc c'est de contribuer et promouvoir ça. C'est promouvoir tout simplement la liberté d'utiliser l'informatique telle que l'on souhaite, les droits de tous les utilisateurs, mais c'est aussi participer à la culture, la connaissance, l'intelligence et l'expérience collective. En 2012, Stallman lors d'une conférence en France d'ailleurs, a très bien résumé par la toute première phrase qui est affichée dans le dernier encart. Il a expliqué, donc il a dit, je cite, « Je peux expliquer le logiciel libre en 3 mots, liberté, égalité, fraternité. » Merci de votre écoute. Merci d'avoir suivi cette longue présentation très très fournie et très certainement un peu rapide. Et je vais boire un Mais coup. écoute, je pense que tout le monde a été emballé ou subjugué par le sujet. Il n'y a eu aucune question. Donc, en même temps, qui dit pas de question, ça veut dire que c'était clair pour tout le monde et que tout le monde a bien saisi et compris.